serait difficile de faire une série d'émissions sur l'art moderne sans évoquer de quelque façon un phénomène aussi global que la publicité. L'art et la publicité ont ceci en commun de recourir souvent à l'image. Et en plus, on pourrait dire que l'un et l'autre utilisent le langage des signes. Ceci, évidemment, c'est le territoire des sémioticiens qui ont beaucoup réfléchi aux fonctions du signe. D'ailleurs, pour éclairer éventuellement les fonctions de la publicité et de l'art. Il y a des signes qu'on pourrait dire qui sont purement prescriptifs, comme par exemple le feu rouge ou le signal arrêt stop, qui vous dit simplement d'arrêter, qui vous donne un ordre, qui ne discute pas. Vous avez au contraire des signes qui sont informatifs, comme par exemple cette publicité d'un produit pharmaceutique qui est derrière moi, vous dit, si vous utilisez tel produit, vous n'aurez pas, vous ne sentirez pas les malheurs de l'allergie. Mais il y a d'autres publicités qui font appel à un registre un peu plus subtil que ça et qu'on pourrait qualifier d'affectif, au fond. C'est-à-dire, on vous montre comme par anticipation le bonheur dans lequel vous seriez si vous utilisiez tel produit, comme par exemple ici le lait. Et il y a une école de peinture en particulier qui a cru que la fonction principale de la peinture était aussi d'ordre affectif, un peu dans le même sens. C'est l'école que nous allons voir aujourd'hui et qui s'appelle l'expressionnisme. C'est donc par le biais de cette introduction quelque peu aérée et ensoleillée, je dirais, que nous commençons à traiter donc de la fonction du signe pictural et éventuellement de l'expressionnisme. S'il y est en effet un signe parmi tous les signes qui existent qui a la fonction de déclencher des émotions, c'est bien le signe pictural. Les tableaux ont toujours été plus que simplement, disons, des porteurs d'informations. Ils ont voulu aussi, en somme, déclencher l'émotion du spectateur. Je suis pour un grand consommateur de revues scientifiques de toutes sortes et j'ai toujours beaucoup admiré la technique, enfin absolument extraordinaire, des artistes illustrateurs qui font les illustrations dans ce genre de revues. Ils travaillent avec des airbrushes, ils travaillent avec toutes sortes de techniques et parfois le résultat est tout à fait époustouflant. Par contre, ce qui distingue des illustrations, disons, dans une revue de vulgarisation scientifique et un tableau, c'est que l'illustration de la revue est essentiellement informative. Elle est là pour transmettre, j'allais dire, un aspect didactique. Elle est là pour nous enseigner à voir quelque chose qui est décrit en mots et de nous le rendre, en somme, plus accessible. Alors, ce qui distinguerait ce genre d'illustration d'une peinture, c'est éventuellement cette dimension émotionnelle, cette dimension affective qui s'ajoute. Et évidemment, il y a émotion et émotion. Quand je commençais avec la publicité, c'est bien sûr que devant une publicité de bière ou devant un Cézanne, on ne fait pas appel aux mêmes émotions. Dans un cas, on essaye justement de vous convaincre de faire une action, d'acheter une bière, et dans l'autre, on peut avoir dans un ordre beaucoup plus transcendant, beaucoup plus esthétique. C'est alors, évidemment, ici qu'intervient un mouvement comme l'expressionnisme, c'est-à-dire il va s'agir pour nous d'essayer de définir quel registre d'émotions, enfin, ils sont allés chercher et qu'est-ce qu'ils ont voulu exprimer au juste, d'où d'ailleurs le terme expressionnisme. L'expressionnisme est un mouvement qui apparaît, disons, à l'époque de la Première Guerre mondiale et aussi qui est essentiellement un mouvement du nord de l'Europe. Ça se voit très bien quand vous placez les grands noms de cette école sur une carte de l'Europe. Vous allez voir qu'ils occupent essentiellement la Scandinavie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, où évidemment il y a une exception à Paris qui est le peintre expressionniste très important sur lequel nous terminerons d'ailleurs, Chaim Soutin, qui a vécu à Paris, mais qui était d'origine russe, et donc, on pourrait dire, lui aussi fait partie de ce nord de l'Europe. On a l'impression que la tradition expressionniste s'est développée partout, sauf à Paris. Et ce qui est intéressant, ce qui est important de voir comment c'est né, en fait, quand je vous disais que ça commence avec l'époque de la Première Guerre mondiale, c'est l'époque aussi où on assiste dans le développement de la culture occidentale à une espèce de remise en question, j'allais dire, des sources profondes des émotions humaines. Pendant très longtemps, depuis, mettons, le 13e, 14e siècle,
On a été, on pourrait dire, l'humanité a été, surtout l'humanité occidentale, a été comme modelée par la culture, par une civilisation qui s'est peu à peu imposée. Par exemple, ça s'est traduit même dans les manières, hein, les manières de se comporter. Il y a un livre passionnant qui s'appelle The History of Manners, que j'ai ici, par un monsieur Norbert Elias, qui donne beaucoup d'exemples de ça, de cette évolution des manières et, au fond, de la courtoisie, si on veut, de la civilité. Et ces formes-là se sont imposées, donc, peu à peu, et au début du 20e siècle, on commence à les questionner. Je vous donne juste un exemple tiré du livre de Norbert Elias, parce que c'est amusant en même temps, puis ça illustre bien ce qui s'est passé. Par exemple, cet usage que nous avons de nous moucher dans les mouchoirs, hein, bien, ça n'a pas toujours existé. Au 13e siècle, par exemple, les codes d'étiquette qu'on faisait lire aux parents ou aux maîtres pour éduquer les enfants, ces codes d'étiquette disaient simplement que quand vous vous mouchez, vous devez vous tourner le dos. Vous ne devez pas faire ça devant les nobles ou devant les gens qui vous regardent. Ensuite, au 15e siècle, on commence à dire « évitez de vous essuyer le nez dans les nappes hein? ». C'est donc dire que les gens n'avaient pas de mouchoir et qu'ils le faisaient, si on leur recommande de ne pas procéder comme ça. Ensuite, on leur dit, un peu plus tard, vous pouvez utiliser vos doigts pour vous moucher, mais n'essuyez pas vos doigts sur votre vêtement ou alors, à un moment donné, on voit apparaître le mouchoir, là, vers le 16e, 17e siècle. Et au début, c'est vraiment une chose qui est liée à la noblesse. Hein. Il n'y a que les nobles qui peuvent se moucher avec un mouchoir. Les autres, il y a même un de ces codes d'étiquette qui dit « Le paysan, lui, se mouche avec ses doigts, le bourgeois s'essuie le nez sur sa manche, et le noble, lui, utilise un mouchoir. » Et ce n'est qu'au 18e siècle qu'on commence à voir dans les codes d'étiquette de ne pas se mettre le doigt dans le nez. Autrement dit, ces manières, cette civilité a évolué dans le temps, s'est imposée peu à peu, j'allais dire, à former, au sens presque scolastique du terme, là, de donner une forme, la culture, la façon de se comporter. Et ceci, alors, je dirais, par l'influence de la cour, par l'influence de la noblesse, qui a créé des formes de civilité qui ont été ensuite imposées à tous les niveaux de la société. Hein. Alors ça va commencer à être mis en question. C'est-à-dire qu'on va voir le côté répressif qu'il y avait dans cette chose-là. Vous allez me dire, quand il s'agit de se moucher le nez, c'est pas très, très grave, c'est tant mieux qu'il y ait un peu de répression. Mais imaginez dans d'autres domaines, les domaines sexuels, les domaines émotifs plus profonds, là, cette répression aussi, cette façon de se comporter, si elle est très forte, elle peut avoir aussi beaucoup de répercussions en termes sur le comportement et sur les émotions. Hein. Alors, ce qu'on va arriver, donc, avec le début du 20e siècle, c'est des mises en question, c'est des questionnements sur ces structures qui se sont imposées comme ça à l'homme, qui deviennent presque inconscientes, qui ne sont pas, disons, analysées quand on les fait, mais qui ont une longue histoire. Alors, vous allez avoir des penseurs du début du siècle qui vont affirmer très fortement, c'est ça, cette critique. Vous avez Nietzsche, par exemple, qui au début, dans son livre « Le gai savoir », commence à proclamer que l'événement le plus important du monde contemporain, c'est la mort de Dieu, hein, c'est-à-dire la fin de l'emprise des religions sur les consciences, hein, un commencement donc d'un nouvel homme, et lui, il voyait d'ailleurs dans ça presque l'avènement d'un surhomme. Hein. Vous avez Karl Marx aussi qui dénonce la religion comme l'opium du peuple. Hein. Il dit bien sûr que les gens, l'ouvrier, met beaucoup de confiance dans la religion, dans une possible justice dans l'au-delà, mais en faisant ça, évidemment, vous découragez les gens de se révolter pendant qu'ils sont encore sur Terre et de changer quelque chose, d'obtenir plus de justice. Hein. Peut-être celui qui a fait les analyses les plus profondes et les plus importantes pour notre siècle de ces comportements, c'est Freud. Hein. Quand Freud, justement, dans son livre « Malaise de la civilisation », dénonce un petit peu toute cette, disons, toute cette culture chrétienne et anglo-protestante comme ayant, en fait, donné j'allais dire, qu'un vernis de civilisation, n'ayant pas vraiment en profondeur changé l'homme. Quand il dénonce ça, évidemment, il fait appel à tout un autre niveau, beaucoup plus inconscient, en particulier à la libido qui aurait été tellement réprimée. Et il dit qu'essentiellement, pour lui, le conflit important dans le monde actuel, enfin, d'où son livre « Malaise dans la civilisation », c'est le conflit entre Eros et Thanatos, c'est-à-dire entre l'instinct de vie et l'instinct de mort. Hein, quel des deux instincts va finir par l'emporter? Et ce n'est pas évidemment en les refoulant, en les oubliant, en ne voulant pas les voir, qu'on va arriver à s'améliorer ou à se dégager ou à voir les problèmes en face. Hein. Donc, tous ces penseurs
qui sont très différents, qui ont agi chacun dans son secteur, au fond, reviennent un peu à cette idée de mise en question de tout un registre émotionnel qui est un peu acquis, qui est passé dans la bourgeoisie en particulier, et en essayant de voir en somme les dessous. Ce que la religion avait l'air d'assurer ne l'est pas vraiment. Ce que, disons, la civilité qu'on a appelée, c'est comme une espèce de vernis en surface. Alors donc, il faut aller plus loin. Évidemment, tous les penseurs de cette époque-là ne seront pas d'accord avec Freud, Marx ou Nietzsche. Il y en a qui, au contraire, vont penser que la mise en question du christianisme, en particulier, est extrêmement dangereuse parce que si vous enlevez, disent-ils, cette structure, cette civilisation, vous allez vous retrouver avec la barbarie. Hein. Alors, il y a donc, si vous voulez, des conflits idéologiques à cette époque. Enfin, les gens ne s'entendent pas tous sur la même analyse des phénomènes, mais on a l'air de s'entendre au moins sur le fait qu'on est à un passage, qu'on est une période de rupture, afin que l'émotion humaine est en train de changer. Hein. Et dans les arts, vous allez retrouver un reflet de ces deux courants de pensée. Le courant plus traditionnel, si vous voulez, plus conservateur, vous allez le retrouver un petit peu dans la tradition romantique du Nord. Hein. La tradition romantique du Nord part avec l'intuition que, d'accord, les religions ont peut-être vieilli comme institution, hein, c'est-à-dire comme Église, mais que, par ailleurs, l'expérience religieuse, elle, a quelque intérêt. Elle devrait être sauvée, elle devrait être manifestée de quelque façon. Et on va chercher, dans l'expérience de l'homme contemporain, quelque chose d'analogue à l'expérience religieuse ancienne. Hein, comme par exemple toute cette notion du sublime qui va être si important chez ces penseurs de la tradition romantique du Nord. Hein, ils vont chercher par exemple certains types de paysages qui donnent une impression de sublime. Évidemment, c'est pas si je fais le tableau avec mon fond de cours, je n'aurai pas l'impression de sublime. Mais si je suis devant un immense paysage avec des montagnes ou avec la mer ou quelque chose comme ça, là, je peux avoir simplement l'impression de quelque chose qui dépasse simplement l'expérience humaine de tous les jours, qui est un peu comme le sacré était par rapport au profane dans les anciennes religions. Hein. Alors, la tradition romantique du Nord, on en a vu déjà des exemples de ça dans le cours depuis le début. Deux qui seraient très caractéristiques de ça, finalement, c'est Van Gogh, hein, et Gauguin, qui vont aussi chercher éventuellement, comme ça, des allusions, en somme, dans la religion populaire, comme le Christ jaune de Gauguin, par exemple, ou alors tous les tableaux de Van Gogh qui nous présentent souvent, par exemple, j'allais dire, comme une espèce d'hagiographie moderne. Hein. Hagiographie, ça vient du mot hagios, qui veut dire saint, et héros, si on veut. Alors, Madame Roulin, par exemple, de Van Gogh, c'était pour lui un peu comme la Madone. C'était une façon de faire une hagiographie moderne. Hein. Alors, vous avez donc ce courant-là qui est reflété, je vous disais, ce courant plus conservateur, plus traditionnel, qui est reflété dans les œuvres d'art, dans une tradition en particulier. Et l'autre, le courant un peu plus révolutionnaire, celui qui est sensible à la pensée de Freud en particulier, ou de Marx ou de Nietzsche, ça serait davantage nos expressionnistes. Hein. Eux, ils sentent justement qu'on est en train de vivre d'autres choses. On est en train, en mettant en question les anciens modes de civilité, les anciennes façons d'être courtois ou poli, en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous, on est en train de découvrir d'autres dimensions humaines. Et en particulier, la découverte de l'inconscient, en fait, chez Freud, va être d'une importance énorme. Hein. Il faut penser qu'avant ça, on n'a pas de prise sur cet inconscient. Hein, Freud commence par dire, donc, ça se manifeste dans des lapsus, dans des gestes, etc. Ça peut se manifester dans les rêves, évidemment, et éventuellement même dans la maladie mentale. Enfin, toutes sortes de niveaux comme ça. Mais tout ce monde de l'inconscient qui est inconnu, qui n'est pas exploré, que Freud révèle, évidemment, va tenter aussi les peintres. Ils vont se dire, tiens, c'est peut-être là qui est vraiment la clé de l'homme. C'est peut-être là les niveaux les plus profonds, enfin, ceux qu'on n'a pas encore touchés. Hein. Alors là, on sent bien qu'il y a un champ émotionnel nouveau qui est à exprimer. Et là, le grand problème que posent les expressionnistes, enfin le problème, j'allais dire théorique, c'est peut-on peindre avec ses émotions? Hein? Est-ce qu'on peut peindre de l'émotion directement? Alors, c'est une question qui est importante. Je vais répondre d'ailleurs négativement. Je vais dire carrément, on ne peut pas peindre avec ses émotions en ajoutant seulement. Hein? Il faut autre chose. Et regardez, je reviens à mon exemple de la publicité. Et vous allez voir que même dans ce domaine-là, aussi, on pourrait dire qu'il y a un besoin de la forme. Hein. On ne peut pas peindre seulement avec ses émotions, on a besoin aussi de la forme. Les publicitaires, en général, n'ont pas la réputation d'être très, très préoccupés par le côté esthétique de leur message. Mais malgré tout, il y a toujours un minimum.
J'ai été très frappé en lisant une fois un espèce de manuel, je ne sais pas trop comment définir ça, enfin, qui s'adressait ensemble à des gens qui veulent faire de la publicité et qui leur donne des conseils. Un manuel américain, c'est très simple. Si vous voulez avoir tel effet, vous procédez de telle façon. Comme par exemple, on leur dit, si vous voulez vendre des chapeaux d'hommes, hein, allez-vous les mettre dans une boîte ronde ou dans une boîte hexagonale? La réponse est évidemment dans une boîte hexagonale. Hein. Comme si, alors là, l'empaquetage lui-même devait annoncer, en somme, à qui s'adresse le produit. Si vous voulez vendre un savon pour dames, allez-vous le faire carré ou ovale? La réponse est évidemment ovale. Si vous voulez vendre un détergent, allez-vous le mettre dans une boîte ronde, puisque c'est les femmes qui vont l'acheter, ou dans une boîte carrée? Non, dans une boîte carrée, parce que détergent, ça veut dire puissance, puissance veut dire masculinité, puis masculinité veut dire carré. Hein. Alors, évidemment, c'est d'un simplisme incroyable. Et il y a une espèce, d'ailleurs, de mépris pour la forme dans ce genre de choses. On a l'impression, d'ailleurs, que leur vocabulaire formel se réduit à deux, rond et carré, égal, respectivement, disons, femmes et hommes. Alors, il y a une espèce de mépris pour la forme, mais il y a quand même une nécessité de la forme. Et non seulement ça, on reconnaît aussi l'efficacité de cette forme. C'est-à-dire, on veut bien suggérer une émotion, hein, à savoir soit féminine, soit masculine, selon les cas, mais pour la suggérer, on a besoin d'une forme. Que cette forme soit minimale ou peu importante, peu importe, en fait, cette forme est nécessaire. Hein. Et évidemment, c'est la même chose que vous auriez en peinture également, c'est-à-dire que les expressionnistes qui vont aussi, disons, avoir l'air au début de mépriser la forme, de ne pas s'attacher beaucoup aux problèmes formels dans les tableaux, vont quand même être obligés d'exprimer ce qu'ils veulent exprimer, ces émotions de l'homme moderne, avec des formes. Et c'est d'ailleurs un danger. Si vous ne faites pas beaucoup attention à cet aspect formel qui est si important dans l'art contemporain, vous risquez de vous exprimer avec des formes pauvres. Hein? Et, dois-je le dire, en fait, dans le cas des peintres expressionnistes les moins doués, c'est arrivé hein, qu'on s'en tienne finalement à un vocabulaire de formes un peu simplistes, comme par exemple les formes anguleuses ou vont exprimer la force et les formes ondulantes vont exprimer la mollesse ou quelque chose comme ça. Enfin, quand vous réduisez à des stéréotypes de ce type-là, vous obtenez évidemment des tableaux beaucoup plus pauvres. Hein. Mais qu'on puisse faire l'économie de la forme, ça ne paraît pas possible. Hein. Et disons, troisième exemple, je donnerais, je vous parlais de la publicité, de la peinture, puis finalement, je dirais aussi même au niveau politique. Ce n'est pas étonnant que les grands mouvements politiques de notre ère, disons les mouvements totalitaires, même les mouvements nationalistes, les mouvements révolutionnaires, qui sont pourtant très différents au point de vue idéologie politique, ont eu souvent recours à l'expression, à un mode d'expression qui ressemble aux peintures expressionnistes. Parce que, justement, comme ces peintures-là visent à déclencher l'émotion, et que là, dans tous ces grands mouvements totalitaires ou nationalistes ou révolutionnaires, on veut disons, agiter les passions de la masse ou du peuple, alors à ce moment-là, il semble qu'on a toujours eu l'impression que la façon la plus efficace de faire ça, c'était de recourir à un style qui joue sur une forme simple, mais directe, comme ça, comme dans les peintures expressionnistes. Mais comment définir finalement le style expressionniste? Je viens de vous en montrer dans les affiches, des choses comme ça, mais comment est-ce qu'on pourrait le définir de façon un peu plus précise, essentiellement en regardant enfin les tableaux faits par les grands maîtres de cette tradition? Le premier que nous allons examiner, c'est Edvard Munch, qui est un peintre scandinave, et on va commencer par un autoportrait, c'est-à-dire, c'est un autoportrait d'ailleurs un peu spécial, puisqu'il s'est représenté lui-même nu en enfer. Hein. Traditionnellement, si vous voulez, le thème du poète, ou du peintre, enfin, ou du poète en enfer, c'est un thème qui remonte très loin dans l'Antiquité, puisque c'est le thème essentiellement que les anciens avaient décrit à propos d'Orphée et Eurydice. Sur un fragment, disons, de vase antique qu'on voit justement Orphée avec sa lyre et à côté d'Eurydice, enfin l'entraînant du royaume des morts vers le royaume de la vie. C'est d'ailleurs un très beau thème, c'est l'espèce d'opposition, si on veut, entre d'une part la mort et d'autre part la poésie et la poésie et l'amour présentés comme plus fortes que la mort. Hein. Ça, c'est la façon traditionnelle, si on veut, de l'iconographie classique pour traiter ce sujet-là. Évidemment, on est à 100 lieues de ça dans le tableau de Munch,
Et l'enfer auquel il pense, ce n'est pas l'enfer des anciens, c'est vraiment l'enfer que tous les gens de ma génération, enfin, ont bien connu ici au Québec. C'est l'enfer des catholiques. C'est l'enfer de soufre et de flammes, etc., dans lequel on doit souffrir éternellement pour nos horribles péchés. Hein. Alors, cette conception de l'enfer est ici donc évoquée par Munch, mais pas évidemment parce qu'il voulait se représenter, disons, avec son destin futur. Disons, il ne se sentait pas menacé par l'enfer. D'ailleurs, c'était un athée, un amoraliste, pour qui donc ces croyances-là ne comptaient pas. Alors, s'il s'est représenté ainsi en enfer, ce n'est donc pas pour imaginer quel serait son destin, ni non plus, je pense, pour dénoncer cette croyance. J'ai l'impression qu'il se rattache davantage à ce qu'on pourrait appeler une conception psychanalytique de l'enfer, c'est-à-dire l'enfer est essentiellement, du point de vue de la psychanalyse, comme la répression par excellence. Hein. Et ça joue évidemment sur l'idée du feu qui purifie, le feu éternel aussi. Alors, ce qui a brûlé dans la passion est maintenant puni par le feu de l'enfer. Ce qui a été le feu du désir devient maintenant le feu de la punition. Hein. Alors, c'est un peu ça sur lequel il travaille. Ce qui est intéressant, justement, dans le tableau, c'est qu'il sent le besoin d'exprimer cette émotion, je dirais, cette nouvelle définition de l'enfer vue d'un point de vue psychanalytique, à partir d'une forme. Hein. Comme je vous disais, on ne peut pas faire l'économie de la forme, même tout expressionniste qu'on soit. Et ce que les expressionnistes cherchent toujours, c'est une forme qui serait immédiatement prégnante de sens. Hein. Et le feu est une merveilleuse forme de ce type-là. C'est-à-dire que je définirais ça presque comme une forme un peu anthropique, c'est-à-dire elle se cabre contre le néant, disons, cette flamme, elle est fragile, elle est menacée, mais d'un autre côté, elle s'affirme comme forme continuellement. Et c'est ça qui les intéresse là-dedans. Pas tellement, disons, le symbolisme du feu. Le feu peut être vu à la fois comme purificateur, comme destructif, si on veut. Il peut être vu, au contraire, comme une lueur d'espoir, comme une lumière, comme un symbole de la vie. Hein, vous connaissez cette phrase de l'Évangile qui dit « N'éteignez pas la petite flamme qui brûle encore ». Dans ce sens-là, ce serait, disons, une interprétation plus symbolique du feu. Mais dans le cas de Munch, dans son tableau, on pourrait dire que le feu est utilisé uniquement comme forme, mais comme forme prégnante de sens, comme forme qui tantôt affirme, tantôt se détruit, tantôt s'affirme, tantôt se détruit. Et comme telle, alors, elle suggère un peu ce feu de la passion, ce feu du désir qui est supprimé ou qui est écrasé par la menace de l'enfer ou par la culpabilité, si on veut, ou par l'autopunition que tout homme porte en lui. Voyons maintenant un autre autoportrait par Munch qui va nous permettre de dégager, j'allais dire, une autre forme prégnante de sens qui a beaucoup intéressé les expressionnistes. Hein. Il s'agit donc de son autoportrait sous un masque de femme. Et dans cet autoportrait, on peut dire que Munch ne s'est pas flatté. Hein. Il s'est donné une espèce de visage très empâté, des grosses lèvres et des yeux presque morts, etc. Alors, il est vraiment comme l'expression même de la libido, je dirais. Et au-dessus de lui, vous avez ce masque à la fois, disons, troublant et un peu, j'allais dire, presque épeurant, qui représente la femme, mais qui représente aussi éventuellement peut-être même la mort, ou en tout cas encore là, cette polarité, en fait, que je vous signalais dans les autres tableaux. Que les expressionnistes se soient intéressés au masque, ce n'est pas du tout étonnant. Hein. On va retrouver ça d'ailleurs dans d'autres, comme James Ensor, par exemple, ce peintre belge, va aussi beaucoup souvent utiliser ce motif des masques. Le masque, au fond, a ceci de particulier qu'il réduit les expressions du visage aux traits essentiels. Hein. Et d'ailleurs, avec une économie de moyens extraordinaire. Tout le monde connaît ces fameux masques de la tragédie, de la comédie, qu'on peut arriver à faire avec presque 3 traits, enfin au milieu d'un cercle. Hein. Il suffit d'orienter les traits différemment pour tantôt suggérer quelqu'un qui rit ou tantôt suggérer quelqu'un qui pleure. Hein. Alors, il n'est pas étonnant donc, que les expressionnistes se soient intéressés spécialement à cette expression par excellence, qui est l'expression du visage. Hein. Et ils vont emprunter des moyens picturaux, si on veut, propres à la caricature.
parce que la caricature a été une grande exploratrice, si on veut, de tous ces registres d'expression qui passent comme ça très rapidement dans le visage humain continuellement. Ils ont réussi à les codifier d'une certaine façon pour exprimer la colère, la joie, la bravoure, enfin, tous les sentiments humains comme ça ont été un peu explorés par la caricature et on va retrouver souvent, sans que ce soit d'ailleurs péjoratif, des moyens un peu analogues chez les peintres expressionnistes. Hein. Il est très difficile de ne pas considérer un visage en faisant abstraction complètement de cette signification continuelle qu'on lui projette. Hein. Vous regardez un visage, vous ne regardez pas vraiment comment il est construit, vous regardez immédiatement s'il signifie l'hostilité ou l'indifférence ou l'amitié. Hein. On est tellement, j'allais dire, programmé pour lire des expressions qu'on a de la misère à lire véritablement la structure formelle d'un visage. C'est pour ça qu'on ne naît pas portraitiste. C'est que devenir portraitiste, c'est quelque chose de difficile parce que ça suppose que vous êtes capable de vous abstraire complètement de toutes ces expressions qui passent sur le visage pour être capable de voir davantage comment se structure le visage. Et alors, au lieu, ça serait des fois d'ailleurs plus prudent pour nous d'être capable de simplement lire, de voir ce qu'on voit, en somme, plutôt que de tout de suite traduire en termes d'hostilité ou d'indifférence ou d'amitié les visages qu'on voit. C'est le grand éthologiste allemand Konrad Lorenz qui donne un exemple tout à fait frappant de ça pour dire comment il faut se méfier, surtout quand vous changez de culture. Hein. Par exemple, il dit que dans la bourgeoisie allemande qu'il a connue dans sa jeunesse, quand quelqu'un fait soudainement ce geste-là, comment vous l'interprétiez? Vous êtes en train de lui parler, donc il vous fait face, et quand vous commencez à parler, il se tourne la tête, puis il fait comme ça. Et alors, spontanément, dans notre culture, on se dit, qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder? Est-ce que ça l'ennuie? Est-ce qu'il n'est pas intéressé par ce que je lui dis? Et Konrad Lorenz explique que, justement, au contraire, dans la bourgeoisie allemande du temps, ça voulait dire que vous prêtez l'oreille à ce que l'autre est en train de vous raconter. Et donc, c'est poli, en fait, comme geste. Hein. Et alors, c'est pour dire que quand vous changez de culture, vous changez éventuellement complètement aussi la signification de ces gestes. Une partie de ces expressions du visage ou des gestes, disons, est liée à la culture. Hein. L'année dernière, je me trouvais en Israël, donc dans le Moyen-Orient, et je voyais par exemple des gens faire ce geste-là, comme ça. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un geste qu'on n'emploie pas, nous autres ici. Là-bas, ça voulait dire un moment, s'il vous plaît. Hein? Attention, je n'ai pas le temps tout de suite, là, un moment. Hein? Ou alors, par exemple, quand des gens font du pouce, hein, nous, on fait comme ça ou comme ça, eux, ils font comme ça. Ils font un geste de la main comme ça. Ça veut dire, pourquoi tu ne me prends pas? Pourquoi tu prends l'autre? Pourquoi tu ne peux pas me prendre aussi? Hein? Alors, ces gestes-là sont donc codifiés culturellement, si on veut, et ils sont, évidemment, on peut les traduire quand on est dans la culture. Hein. Vous auriez encore plus de peine enfin, à lire des expressions si non seulement vous changez de culture, mais vous changez aussi, j'allais dire, d'ordre. Si vous passez, par exemple, on a fait toutes sortes d'études sur la façon dont s'expriment les animaux, et en particulier les singes. Et Darwin, le premier, d'ailleurs, dans un livre qui est peut-être pas très connu de lui, qui s'appelle « The Expression of Emotion in Animal and Man », qui a été publié en 1872, il a beaucoup étudié ces choses-là où justement on trouve des registres d'émotions qui sont exprimés par les animaux d'une façon tout à fait différente. Si vous voyez par exemple un chimpanzé qui allonge les lèvres comme ça et qui est en train de faire beaucoup de bruit, on ne comprend pas trop ce qu'il veut dire, mais en réalité, en général, ils sont en train de défendre leur territoire. Hein. Ils le défendent d'abord en faisant du bruit, en avertissant que ici finit les droits de l'autre de pénétrer dans mon territoire. Et si l'autre continue à pénétrer, évidemment, là, il peut avoir une bataille, il peut avoir un combat. Mais avant ça, il y a le cri, il y a faire du bruit pour lui indiquer où son territoire s'arrête. Hein. Alors, j'ai l'air d'être un peu loin de mon sujet avec tous ces excursus sur les différentes formes d'expression dans les cultures et chez les animaux, mais en fait, j'y suis tout à fait au centre parce que, vous voyez, l'expression est une de ces formes prégnantes de sens que les expressionnistes ont voulu souvent explorer. Comme la flamme de tout à l'heure, c'est des formes qui sont immédiatement accompagnées de leur sens. Et c'est pour ça, évidemment, que l'expression du visage, en particulier, les a tellement intéressés. Dans l'autoportrait à la cigarette, on pourrait dire que Munch s'est représenté de la façon la moins hagiographique possible. Il est même présenté presque comme un anti-héros. On est aux antipodes, en somme, des autoportraits de Van Gogh. Hein, vous vous souvenez que chez Van Gogh, on avait souvent, au contraire, cette intensité du regard, cette idée que le peintre est comme un devin, un prophète,
important, qui a un message important à dire. Là, ici, au contraire, on pourrait dire que Munch représente un peu comme sinon comme un fumeur d'opium, en tout cas, du moins comme un amoraliste, comme quelqu'un qui a les nouvelles manières, si on veut. Hein. Maintenant, ça nous paraît tout à fait familier, mais fumer la cigarette à son temps, c'était déjà une espèce de façon de se montrer différent des autres, afin de prendre une distance avec sa société. Hein. Mais en plus, comme la flamme, comme le visage humain, la fumée est une de ces formes anthropiques, parce qu'en somme, la fumée, c'est quelque chose qui se fait, qui fait des formes, des volutes extraordinaires, puis ensuite qui se défait très, très rapidement. Hein? Et donc, il est constamment en train de passer comme ça de la construction à la destruction. Hein? Alors, tout ce vocabulaire de forme intéresse les expressionnistes. Remarquez, par contre, qu'il y avait d'autres courants à l'époque aussi qui s'intéressaient à ces formes en volute, et je pense en particulier à l'art nouveau. Hein? Et on n'est pas sans trouver dans la peinture de Munch des influences de l'art nouveau comme ça. L'art nouveau, évidemment, c'est un système de décoration dans lequel il s'agissait de bien respecter les surfaces qu'on décorait, que ce soit un tapis ou un mur ou un plafond, mais on avait pensé que ces formes qui rappellent un peu les formes de la vie, les formes biologiques, les formes de la fumée, toutes ces formes que j'ai appelées anthropiques, étaient particulièrement décoratives et ils étaient beaucoup à la mode, si vous voulez, au début du siècle, dans les années 20, etc. Elles ne seront mises de côté, justement, que par ce qu'on a appelé l'art déco, où là, au contraire, tous les angles et les choses, plus géométriques, les formes plus géométriques vont être populaires. Hein. Alors donc, il y a une influence de l'art nouveau, il y a un intérêt pour ce genre de forme qui, à la fois, suggère la vie et sa destruction, et il n'est pas étonnant, donc, qu'on les retrouve aussi chez les peintres expressionnistes, et en particulier dans ce tableau, cet autoportrait. Hein. En 1892-1895, enfin dans cette période-là, Munch est à Berlin, et là, il va faire la connaissance d'un littérateur avec lequel il va se sentir beaucoup d'affinité, c'est Strindberg, hein, le grand dramaturge scandinave. Et là, disons, de même que le monde de Strindberg, qui est souvent un monde qui analyse le manque de communication entre les êtres, ça va intéresser beaucoup aussi Munch. Enfin, d'une certaine façon, ils vont se retrouver dans ces thèmes-là. Et Munch a fait, d'ailleurs, à peu près au début de son séjour à Berlin, au moment où il commence à connaître un peu plus Strindberg, il a fait un autoportrait, plutôt un portrait de ce personnage, et dans lequel on voit un petit peu l'influence de Toulouse-Lautrec aussi. Hein. Vous comprenez qu'on est tous un peu dans le même mode. Il n'est pas nécessaire qu'on voit tout le temps des influences directes, c'est que tous ces peintres et ces poètes et ces dramaturges, enfin, sont en train d'explorer, en somme, une nouvelle dimension de l'homme, comme je vous le disais, celle qui est révélée par Freud, et ils essaient, chacun à leur manière, enfin, de l'exprimer. Hein. C'est évidemment aussi à Berlin que Munch va, disons, explorer davantage ce qui va être ses grands tableaux, les tableaux les plus connus, et qui vont faire partie d'ailleurs d'une espèce de série qu'il va appeler la frise de la vie. Peut-être le plus connu de cette série, vous avez dû le voir reproduire très souvent, c'est le tableau qui s'intitulait Le Cri. Sur une version lithographiée de ce tableau, Munch avait écrit « J'entends le cri de la nature ». Hein, le cri de la nature, ça serait à la fois cette nature qui a été désertée par toute transcendance et qui devient comme ça presque sans sens aucunement. Mais c'est aussi le cri qu'on entend à l'intérieur de soi, le cri d'angoisse, qu'on pourrait dire, qui est à l'intérieur de soi. Et c'est ce double registre, si on veut, du cri de ce monde vidé de sens, d'une part, et d'autre part, cette angoisse de l'homme qu'a voulu exprimer Munch. Mais encore là, il ne peut pas le faire sans recourir à une forme. Et en particulier, le petit personnage qui appartient au premier plan de ce fameux tableau, il aurait été inspiré, semble-t-il, par une momie péruvienne qui était montrée au musée ethnographique de Berlin. Et ces momies péruviennes, j'imagine que vous avez pu en voir des reproductions, ils sont ligotés complètement, comme ça, ils ont éventuellement aussi les mains chaque côté du visage, comme dans le tableau, et ils ont souvent aussi la bouche ouverte. Ils sont très effrayantes d'ailleurs à voir. Ils sont par contre couvertes de tissus colorés, merveilleusement tissés. Enfin, les Péruviens et les Incas avaient des techniques de tissage absolument fantastiques. Hein. Alors donc, pour sa forme, si on veut, pour exprimer cette espèce d'angoisse de l'homme dans la nature qui est vidée de son sens, Munch a eu recours donc à une image, d'une certaine façon à une forme. Hein. Par ailleurs, bien évidemment, ce qui est dans le fond du tableau, tous ces nuages qu'on voit, ces courbes très harmonieuses, on pourrait dire que ça aussi, ça reflète un peu l'influence de l'art nouveau sur Munch. Hein.
Dans un autre tableau qui a été aussi souvent repris en lithographie, c'est une habitude d'ailleurs qui est constante chez Munch, de faire d'abord une peinture et ensuite d'en faire des versions gravées, si on veut, et qui s'intitule Le baiser. On pourrait dire que Munch ici explore un autre aspect que la psychanalyse aussi avait exploré déjà, enfin essayé de définir. C'est dans le id, si tu veux, c'est dans l'expression, en somme, de la passion que l'ego s'efface. Et là, on pourrait dire la fusion des deux visages fait qu'on n'arrive plus à distinguer un visage de l'autre. Enfin, ça serait un peu une façon à la Munch d'exprimer ce thème-là. Hein. Et alors, comme ça, ça aussi, en fait, ce tableau qui s'intitule Le baiser faisait partie de ce qu'il appelait la frise de la vie. En fait, c'était comme une immense série sur un thème fondamental, enfin, sur tous ces nouveaux registres d'émotions de l'homme. Et il avait aussi, dans cette série-là, enfin, fait cette fameuse Madone, qui est là aussi souvent reproduite et qui est assez curieuse parce que c'est à la fois, enfin, ça s'intitule comme une Madone, si on veut, ça se présente comme telle, ou comme Ève et Marie, enfin, d'une certaine façon. Et autour, il a, dans la bordure, représenté les spermatozoïdes, il y a une espèce de fœtus. Alors, on est dans un registre, évidemment, qui n'est pas très, très chrétien, j'allais dire. Hein. Mais d'une certaine façon aussi, c'est assez stéréotypé également. Hein. C'est presque cette idée que la femme est à la fois ou la séductrice, ou au contraire, elle est la mère. Hein. Elle est Ève ou Marie. Et au fond, c'est un stéréotype dont on nous a souvent rabattu les oreilles dans l'histoire de l'art mondial. Et ça prouve éventuellement que même les grands artistes n'échappent pas à ces stéréotypies. C'est en Allemagne, finalement, que le mouvement expressionniste va faire le plus d'adeptes. Hein. Il va même faire un véritable groupe qui va s'appeler Die Brücke, qui veut dire le pont. Hein. Et ce groupe va être fondé par Ludwig Ernst Kirchner, hein, dont vous voyez l'autoportrait à l'écran. Cet autoportrait, d'ailleurs, me permet de faire une remarque sur les rapports entre l'expressionnisme et la caricature. Hein, on pourrait dire que les moyens employés ici par Kirchner sont un peu de l'ordre de la caricature, c'est-à-dire qu'on exagère certains traits, certaines même dissociations dans le visage, etc., pour signifier le personnage. Ce qu'il y a de différent, évidemment, avec la caricature véritable dans ce cas-ci, c'est que on pourrait parler d'une espèce d'empathie avec le sujet. Hein. Il y a exagération, pas parce que, disons, le peintre voudrait se moquer, voudrait prendre sa distance ou bien être ironique ou critique en face du sujet, mais au contraire par empathie. Alors, ce qui lui paraît plus important est exagéré et ce qui lui paraît moins important est négligé. Hein. Alors ça, évidemment, c'est une technique que tous les peintres expressionnistes vont beaucoup utiliser dans les portraits. Quand on aborde l'expressionnisme allemand, il y a un problème, disons, de confusion, un peu de genre. C'est-à-dire que c'est en Allemagne surtout qu'on va retrouver, j'allais dire, chez les expressionnistes, déjà un peu toute la grande tradition nordique, là, dont je parle à quelques reprises depuis le début de ce cours-là. C'est là qu'elle revient. Comme par exemple ce thème de l'autoportrait, c'est tout à fait typique, en somme, de cette tradition nordique. Vous vous rappelez, j'en avais parlé un petit peu à propos de Van Gogh, en disant justement que pour eux, l'autoportrait devient un moyen, disons, de nous proposer un nouveau type d'homme, une espèce de... L'artiste est vu comme un devin, comme un prophète. Hein. C'est très différent de ce que l'autoportrait avait été dans le passé. Dans le passé, les autoportraits étaient souvent des façons pour les peintres de démontrer leur habileté. Hein, quand ils n'avaient pas beaucoup de commandes en particulier, mais ils arrivaient avec leur autoportrait, ils disaient « Voyez ce que je peux faire ». Alors évidemment, on avait le modèle et le portrait, et donc un commanditaire pouvait éventuellement commander les gens. Donc l'autoportrait était souvent plutôt l'occasion de faire une démonstration, en somme, de son talent par les peintres. Hein. Et on pense que d'ailleurs, beaucoup de femmes ont pu obtenir des contrats un peu comme ça grâce à l'autoportrait, parce que dans le passé, évidemment, des femmes peintres n'avaient pas beaucoup de possibilités de commandes et de choses comme ça, et c'était un peu la seule façon de faire, j'allais dire, leur propre publicité, de montrer ce dont elles sont capables de faire. Mais là, dans la tradition expressionniste ou dans la tradition romantique, vous avez l'autoportrait à un tout autre sens. Ce n'est pas un moyen pour faire montre de ses qualités de peintre, c'est plutôt une façon, en fait, d'exprimer un thème en particulier qui veut remplacer, en somme, les anciens thèmes chrétiens qui nous proposaient des héros ou des modèles ou dans les saints ou dans Jésus ou la Madone.
Et là, au contraire, on présente l'artiste lui-même comme une espèce de héros des temps modernes. Hein. Alors ça, c'est une autre façon de voir les choses. Dans ces thèmes-là qui appartiennent à la tradition romantique et qu'on trouve chez les expressionnistes allemands, un autre thème de ce genre-là aussi qu'on a déjà vu et que je vous signale ici à propos de Kirchner, c'est le thème de l'arbre. Hein. Alors, dans un tableau qui s'intitule L'arbre déraciné, Kirchner reprend, en somme, ce thème qu'on avait déjà vu aussi chez Van Gogh, mais traité de toute une autre façon. Chez Van Gogh, vous vous souvenez, c'était le petit pommier là, qui était, ou le petit arbre en fleurs qui faisait penser à un artiste qui venait de mourir, etc. Là, l'arbre déraciné, c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus tragique que ça. C'est aussi une image de la vie humaine, en somme. Hein. C'est toujours l'idée de faire de l'arbre une espèce de forme anthropomorphique. Hein. De même que l'arbre naît, croît et meurt, et là, au fond, peut être déraciné par les éléments ou simplement par des événements tragiques comme la guerre ou par des événements positifs comme des pionniers qui envahissent la forêt et qui la remplacent par des champs. Peu importe quelle est la raison de ce déracinement, le déracinement, ça a toujours été une espèce de figure dramatique dans la vie, dans la vie de l'arbre, puis aussi éventuellement comme un symbole aussi de la vie humaine. Là aussi, il s'agit donc d'un thème qui appartient à la tradition romantique du Nord et qui est repris ici par un expressionniste allemand. Peut-être ce qui est plus spécifique dans ce cas-ci, c'est son emploi de la couleur. Hein. Vous savez que les expressionnistes vont faire beaucoup de recherches, j'allais dire, encore là, sur la signification spontanée qu'ont les couleurs. Hein. Comme si la couleur, de même que les formes, avait déjà un message. Hein. Et il y a des théories, enfin, ou disons des recherches qui ont été faites en psychologie aussi de la perception, qui leur donneraient relativement raison. Vous avez tous remarqué peut-être, enfin, surtout si vous avez passé par cette expérience, que par exemple, les salles d'opération sont peintes en vert. Hein, en vert. Alors pourquoi en vert? C'est que le vert est une couleur qui ne distrait pas, qui encourage la concentration. Alors les médecins peuvent oublier, en somme, tant mieux pour nous d'ailleurs, peuvent oublier ce qui est autour et concentrer sur ce qu'ils ont à faire. Par exemple, on a remarqué que dans les prisons, souvent les murs sont peints en rose. Hein. Le rose, c'est une espèce de couleur débilitante qui arrête l'agressivité, si on veut. Et ça va si loin que si, par exemple, vous demandez à un leveur de poids hein, de lever un poids très pesant, ce qu'il arrive à faire toujours, en le plaçant devant une surface rose qui remplit complètement son champ de vision, il perd son énergie, il n'est pas capable de le faire. Hein. Alors, les couleurs ont comme ça certainement une valeur psychologique qui a été beaucoup exploitée par la mode, par enfin, disons, dans le décor intérieur, etc. Alors, chez les expressionnistes allemands aussi, ils sont intéressés par cet aspect-là, parce que là, encore une fois, c'est pas une forme, mais disons, c'est un élément plastique qui a un sens inhérent, hein, qui a un sens prégnant, c'est-à-dire, vous avez couleur plus sens à la fois, comme vous aviez avant, dans ce que je vous expliquais plus haut, forme plus sens à la fois. Hein. Alors, donc, on a, dans ces deux exemples, disons essentiellement, une bonne image, en fait, de ce que cet expressionniste allemand va faire, enfin, comment il va essayer de se distinguer de la tradition romantique en ajoutant, enfin, cet élément, j'allais dire, plus violent, plus outré, qu'on n'avait pas dans la tradition romantique comme telle. Un autre représentant de l'expressionnisme en Allemagne, et qui va être aussi très représentatif, c'est Emil Nolde. Emil Nolde, ce n'est pas vraiment son nom, il s'appelait Emil Hansen. Nolde, c'était la ville où il avait passé son enfance. Hein. Mais enfin, le nom lui est resté, il est connu comme tel. Et là aussi, peut-être de tous les expressionnistes allemands, c'est celui qui est le plus attaché finalement aux valeurs religieuses. Et ça se sent déjà dans ce fameux bois gravé qui s'appelle le Prophète, et qui est très caractéristique de sa manière. Déjà, ce thème-là du prophète, vous comprenez que ça rejoint un peu tout ce thème géographique que j'ai mentionné, le thème même du portrait de l'artiste. Évidemment, il ne s'agit pas ici d'un autoportrait, il s'agit vraiment de la représentation d'une espèce de prophète un peu au regard un peu fou, un peu perdu, si on veut, mais il rejoint en fait un thème romantique enfin important qui est celui de présenter éventuellement l'artiste comme un prophète, comme quelqu'un qui voit ce que le commun des mortels ne voit pas. Hein. Et dans ce sens-là, il rejoint aussi Van Gogh, il n'est pas si loin, si vous voulez, de la préoccupation de Van Gogh. Il s'agit ici d'un bois gravé, c'est-à-dire c'est une technique particulière, j'allais dire, qui est presque caractéristique des expressionnistes. Hein. De même qu'on pourrait dire que le collage est caractéristique des cubistes,
et que la peinture à l'huile est caractéristique des impressionnistes. On pourrait dire que le bois gravé, c'est vraiment un moyen d'expression pour les expressionnistes. Et au fond, comment vous procédez? Vous voyez, vous avez une gouge, et en fait, bois gravé, ça suppose que vous travaillez dans le bois. Moi, j'ai ici un morceau de linoléum, mais ça revient strictement au même. Et vraiment, vous avez l'impression qu'il faut attaquer cette surface, enfin, qui est difficile à attaquer. Alors, quand c'est du bois, c'est encore plus difficile, parce que souvent, le bois est placé, non pas avec les veines allant dans le sens horizontal, mais vraiment à la verticale. Alors, il faut vraiment travailler assez fort pour dégager une forme. Et là, en somme, à chaque fois que vous travaillez, à chaque fois que vous creusez, d'une certaine façon, vous êtes en train de faire du blanc. Hein. Ce qui va être blanc, c'est ce qui est en creux ici. Alors, vous êtes en train de révéler quelque chose. Vous êtes comme un prophète, si on veut. Vraiment, la technique du bois gravé, c'est aussi de sortir du blanc de la nuit, enfin, qui va être l'encre noire qui va être partout. Alors, tout ce qui est en relief, donc ici, va apparaître en noir, et au contraire, tout ce qui est creusé va apparaître en blanc. Il arrive parfois même que certains graveurs vont travailler dans le sens horizontal, et on va voir un peu les veines du bois apparaître aussi sur leur gravure. Hein. Alors, et là, et finalement, quand vous avez bien fini de faire tous ces évidements, si on veut, vous placez votre encre ici avec un rouleau, et là, ensuite, quand vous imprimez, évidemment, d'abord, l'image s'inverse, mais surtout, tout ce qui est en relief va faire du noir, et tout ce qui est en creux va faire du blanc. Hein. Alors, cette technique-là, je vous dis, est très caractéristique des expressionnistes abstraits. Tout le monde, en fait, dans le groupe, a essayé plus ou moins. Vous avez vu l'autoportrait de Kirchner, vous avez Munch aussi a eu recours souvent à cette technique, et Nolde en a fait presque une spécialité. Ça permettait d'ailleurs aussi, éventuellement, de faire des images tout à fait particulières qu'on appelle des images fragmentaires. Hein. C'est comme si on avait une image où on avait simplement certains fragments, certains morceaux d'images et qui deviennent difficiles à lire. J'ai un exemple ici qui, je vous laisse un peu deviner de quoi il s'agit. À première vue, on pourrait penser peut-être même à une photo prise d'avion, enfin, montrant des forêts et des lacs, enfin, pendant l'hiver, par exemple. Ça, c'est peut-être une espèce de paysage qu'on pourrait voir. Je fais exprès pour vous mettre sur une fausse piste, là. Mais en réalité, peut-être plusieurs d'entre vous l'ont déjà remarqué, il s'agit d'un visage, puis je dirais même du visage du Christ. Enfin, on voit très bien ses yeux, sa barbe aussi, la bouche. Vraiment, si vous regardez au centre et en haut de l'image, vous allez reconnaître immédiatement un visage. Et ce genre d'images fragmentaires qui est difficile au début à reconnaître, on dirait qu'il se fait dans le cerveau une espèce de jonction entre les fragments et finalement une image qu'on a déjà vue, qui existe déjà dans notre cerveau. Et la minute où cette jonction-là se fait, la minute où on comprend de quoi il s'agit, l'image devient très, très forte. Et on pourrait dire même qu'on n'arrive plus à ne pas la voir. Chaque fois qu'on la regarde, on la reconnaît encore. Et on pourrait dire donc que c'est des images qui ont une puissance extraordinaire à cause de ça. Et ce n'est pas pour rien, justement, que les expressionnistes ont souvent eu recours à ce genre de technique, parce que l'image s'impose même très longtemps après qu'on l'a vue. Il reste qu'on la reconnaît aussi vite. Comme si, au début, c'est difficile, c'est laborieux, et quand c'est acquis pour de bon, d'une certaine façon. Alors, imaginez au point de vue des effets artistiques, la puissance d'une image de ce type-là, c'est très, très fort, mais il faut que ça joue quand même sur une reconnaissance, sur une connaissance qui est déjà acquise et qu'on ne fait que réveiller comme ça. Alors, la technique du bois gravé porte un peu à cette technique, disons, perceptuelle des images fragmentaires. Du groupe, c'est Émile Nolde qui a les préoccupations religieuses les plus explicites. Il n'a même pas craint de traiter des thèmes iconographiques traditionnels, comme la crucifixion, par exemple. Ce qu'il ajoute, évidemment, il ne fait pas beaucoup d'inventions au niveau du contenu de l'image, mais évidemment, sur la façon de la traiter, là, il reprend ce vocabulaire beaucoup plus violent, à la fois de forme et de couleur. On pense peut-être spontanément au Christ jaune de Gauguin, qu'on a souvent mentionné dans le contexte de cette émission, mais je dirais qu'ici, vous êtes plus près de la tradition allemande, vous êtes plus près d'une image beaucoup plus paroxystique que celle de Gauguin, et on penserait évidemment en particulier à Grunewald, hein, qui a fait une fameuse crucifixion aussi, alors dans laquelle le Christ est tout tordu et qui est très, très dramatique, un peu comme dans le petit tableau de Nolde. Hein. Nolde a eu aussi, comme d'autres dans cette même direction, a eu beaucoup d'intérêt également pour les religions primitives. Hein.
Il a même fait partie, à un moment donné, d'une expédition qui est allée jusqu'en Nouvelle-Guinée, et donc une véritable expédition anthropologique dans laquelle il servait un peu comme d'artiste pour le groupe. Et il a peint éventuellement aussi des tableaux qu'on pourrait qualifier en fait de représentation, de rituels primitifs, hein, comme par exemple ces danseuses aux bougies qui pourraient se rattacher à cette veine-là chez Nolde. Quoique, dans le cas de ce tableau, il faut dire aussi qu'il a été fait avant son voyage en Papouasie, et il est peut-être, enfin, simplement en train de nous montrer un thème imaginaire. Hein. Dans le cas de ce tableau, comme dans tous les tableaux expressionnistes, toujours, on pourrait dire qu'on cherche à exprimer par la violence même des coups de pinceau, presque la frénésie de la danse aux chandelles là, qui est représentée ici, et aussi par la couleur, afin de retrouver aussi ce même type d'impact. Finalement, la façon même dont le coup de pinceau est appliqué, on pourrait dire, reflète presque la frénésie de cette danse aux chandelles. Hein. Peut-être que le peintre qui a le mieux incarné l'idéal des expressionnistes, c'est Chaim Soutin. Hein. Il était né en 1894 en Lituanie, dans le ghetto juif qui s'appelait Smilovitch, près de la ville de Minsk. Et comme tous ses compatriotes, il avait subi beaucoup de sévices dans ce ghetto. Et finalement, donc, il avait fini par émigrer à Paris en 1911. Mais là, à Paris, il tombe dans une misère encore plus considérable. Il n'arrive pas beaucoup à survivre. Et découragé, il tente de se suicider. Il est sauvé de justesse par un de ses compatriotes, un peintre qui s'appelait Crémeigne, et il le réhabilite en lui faisant rencontrer enfin d'autres peintres juifs qui vivaient à Paris à ce moment-là, une petite colonie, si on veut, qui se réunissait à un endroit qui s'appelait La Ruche, hein, où on retrouvait des gens comme Chagall, comme Modigliani, comme Lipschitz. Même Blaise Cendrars faisait un peu partie de ce cercle-là. Et c'est d'ailleurs Modigliani qui va le mettre en contact avec son futur marchand de tableaux, Zborowski. Et c'est lui qui finalement finira aussi par lui faire vendre quelques tableaux, parce que jusqu'alors, Soutin n'avait pas réussi à rien vendre. Il va avoir la chance d'ailleurs de rencontrer le fameux Américain, enfin millionnaire, Barnes, qui va lui acheter d'un coup, comme ça, 100 tableaux et va le sortir de la misère. Ça ne rendra pas Soutin beaucoup moins misanthrope. Il va devenir, vers la fin de sa vie, encore beaucoup plus difficile d'accès, si on veut. En 1933, à partir de cette date-là, il va presque peindre très, très peu. Et en 1943, il va mourir sous un faux nom, parce qu'on est sous l'occupation allemande et qu'il est juif, dans un hôpital de Paris. Hein? Alors, cette carrière que j'ai résumée très, très brièvement nous donne l'idée d'un homme qui a vécu beaucoup dans les drames, dans les tragédies, et ça se reflète évidemment dans ses tableaux. Même quand il traite un sujet aussi simple que des glaïeuls dans un pot, on retrouve un peu ce côté dramatique, je dirais. Enfin, les glaïeuls sont peints comme avec le feu, les tiges sont tout à fait grêles et comme fragiles, un peu comme la vie. Et par ailleurs, le feu des glaïeuls se reflète dans le pot, se reflète dans le fond aussi, comme si Chaim Soutin avait tenté de sauver l'idée de clair-obscur. Hein. Le clair-obscur, comme vous savez, c'est une technique qui avait été définie il y a très longtemps et dont le grand maître avait été Rembrandt. Et d'ailleurs, Rembrandt est quelqu'un que Soutin admirait beaucoup. Hein. Il faut dire par contre que le clair-obscur chez Rembrandt n'a pas la qualité dramatique, enfin n'a pas le même impact dramatique que chez Soutin. Souvent, la lumière chez Rembrandt, au contraire, est chaude, elle entoure les objets, alors qu'au lieu de les révéler comme ça brutalement. Mais un des signes de cette influence de Rembrandt sur Soutin, on le voit dans un de ses tableaux en particulier, enfin, ces fameuses séries qu'il a fait là, de veaux ou de bœufs écorchés. Il n'avait qu'à aller au Louvre, d'ailleurs, pour voir le modèle. Et là, le tableau de Rembrandt est là. Il pouvait le copier, s'en inspirer. On raconte que Soutin avait acheté une véritable carcasse de veau comme ça. Il avait suspendu ça dans son atelier. Et alors, avec le temps, évidemment, lui, il trouvait que les couleurs changeaient, etc., que c'était formidable. Mais avec le temps, évidemment, tous les voisins ont fini par s'en plaindre. Et il a été obligé, évidemment, de terminer son tableau de mémoire. Hein. En 1919, son marchand, Zborowski, se rend compte de l'état lamentable de la santé de Soutin et décide de l'envoyer dans le sud, enfin, pour se refaire un peu. Et là, au Céret, enfin, dans un petit village qui s'appelait le Céret, il va faire jusqu'à 200 tableaux, des paysages tout à fait étonnants, comme si un vent de folie avait
disons, bouleversé les collines et envahi toute la toile. Enfin, combien on est loin, là encore, de ces visions tout à fait réconciliées de Van Gogh quand il travaillait dans le sud de la France. Hein. Et finalement, le dernier thème qui va occuper, je dirais, presque le gros de la carrière de Soutine, ça va être le portrait. Mais il va faire des portraits tout à fait étonnants, enfin, on dirait, de gens les plus marginaux dans la société. Ces personnages ont l'air malades, j'allais dire scrofuleux, ils sont fragiles, ils sont vraiment les laissés pour compte du système. Hein. Alors, ça peut être soit un groom, quelqu'un là, qui s'occupe enfin des petites commissions dans les hôtels. Ça peut être enfin vraiment de ces tout petits métiers qui sont vraiment en marge de la société, les pâtissiers, les marmitons, enfin les chasseurs chez Maxime, enfin toute une série de ces petits métiers qui vont être traités comme ça par Soutine, comme, j'allais dire, enfin comme les parias. Hein. Et par ailleurs, il y a une autre polarité dans ces thèmes de portrait qui se dégage aussi. Ça serait l'inverse, ça serait de traiter au contraire ce qu'on pourrait appeler les parvenus, comme par exemple dans cette femme en rouge qui a un grand chapeau, qui a des colliers, qui se présente comme quelqu'un qui est riche, quoique ses grosses mains de paysanne et son visage un peu désaxé donnent l'idée que cette richesse est récente et que vraiment il s'agit d'un parvenu. Et ces deux pôles d'humanité, je dirais, c'est Soutine qui nous parle en somme de ces laissés pour compte du système, ceux que le christianisme n'a pas pu sauver et qu'il nous rappelle comme ça. Et quand je vous disais qu'à ce moment-là, on a, disons, chez les expressionnistes, l'idée d'exprimer des aspects de la vie humaine ou de la société qui n'ont pas été beaucoup traités, là, vous en avez un exemple tout à fait frappant. Il ne faut pas oublier que Soutine étant juif, étant mort en 1943, donc en pleine occupation nazie, se solidarisait avec ces malades, ces scrofuleux, ces marginaux de la société, et qu'il priait évidemment qu'on n'ait pas encore un psychopathe comme Hitler pour être capable de nous décider de la solution finale de tous ces gens marginaux, hein, et pour les remplacer par une soi-disant race parfaite, une race aryenne. Hein. Et d'ailleurs, c'est donc un défi du monde moderne que l'expressionniste Chaim Soutine soulignait de cette façon-là, qu'on fasse un monde dans lequel même un marmiton, même un groom d'hôtel puisse encore avoir quelque chose à faire, quelque chose à vivre, si on veut, une raison d'être, une raison de vivre, et qu'il ne soit pas parce qu'il est faible, parce qu'il est petit et qu'il est incapable de parler et de se défendre, qu'il ne soit pas simplement éliminé par le système.